Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, présentation du rapport général public 2020 ce matin 13 avril 2021 à travers une conférence de presse organisée par la Cour des comptes dans ses locaux. L'objectif de cette conférence est de rendre compte des travaux que la Cour a effectué au cours de l'année 2020. Compte rendu avec Aïssa Damou sur les images d'Ibrahim Kantana. La plus haute juridiction de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes, de par son mandat, a l'obligation d'informer le grand public sur les résultats de ses activités de contrôle, de la gestion et de l'utilisation des deniers publics. Cette obligation de transparence et de responsabilité est consacrée par les textes fondamentaux de la République. C'est pour répondre à cette exigence légale que la Cour des comptes a organisé cette conférence de presse de présentation du rapport général public 2020. Pour mieux éclairer les citoyens, le premier président de la Cour des comptes est revenu sur l'utilité, le rôle et la composition de son institution. Le parquet général, chargé essentiellement de veiller à la bonne application de la loi au sein de l'institution. Le siège qui comprend entre autres la première chambre chargée du contrôle des opérations de l'État. La deuxième chambre chargée du contrôle des opérations des collectivités territoriales. La troisième chambre chargée du contrôle de la gestion financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'État, sociétés d'économie mixte, des organismes subventionnés par l'État et autres organismes dans lesquels l'État ou les collectivités publiques ont un intérêt financier, de la gestion financière et comptable des sociétés d'économie mixte, dont les rôles et les activités procèdent d'un intérêt stratégique tel que déterminé par l'État, des projets de développement financés sur ressources extérieures et tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes. La quatrième chambre, chargée de la discipline budgétaire et financière, du contrôle de la déclaration des biens et des comptes annuels des partis politiques. A expliqué le président Nare Umaru, il s'agit des observations que la Cour fait par rapport à un certain nombre d'entités, aussi par rapport aux dépenses de l'année. Tout est relevant que le rapport général public 2020, contrairement au précédent, dispose d'une particularité. La Cour a, comme dans ses rapports antérieurs, mis en évidence la persistance d'un certain nombre d'anomalies majeures parmi lesquelles il a été relevé. Premièrement, sur le contrôle des opérations de l'État. D'abord, relativement au contrôle de l'exécution des lois de finances 2018 et à l'établissement de la déclaration générale de conformité, il a été relevé le retard dans la transmission à la Cour par le gouvernement des documents accompagnant le projet de loi de règlement, rendant difficile l'accomplissement de sa mission d'assistance au Parlement. La non-régularisation durant les exercices concernés des dépenses payées sans ordonnancement préalable. La non-production du compte de gestion du payeur de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il résulte du rapprochement entre le projet de loi de règlement et les comptes de gestion des comptables principaux de l'État, une concordance au niveau des recettes, des dépenses et des résultats, tant en ce qui concerne le budget général que les comptes spéciaux du Trésor. Deuxièmement, relativement à l'audit
des réalisations physiques des investissements exécutés par l'État au titre des exercices 2015 et 2017. 2014-2015, pardon. Il a été relevé l'imperfection sur certains ouvrages hydrauliques et infrastructures scolaires, la passation de certains marchés non inscrits dans les plans annuels de passation des marchés exécutés, la non-liquidation des pénalités de retard sur les marchés relatifs aux chantiers exécutés hors délai, l'absence de procès verbal d'arrêt des travaux pour les chantiers inachevés ou abandonnés. Notons que les échanges entre la Cour des comptes et les gens de médias a mieux édifié ces derniers afin de bien diffuser cette information auprès du grand public, car le travail de la Cour des comptes garantit la transparence et l'intégrité en menant un contrôle indépendant des finances publiques. Les partis membres de la mouvance présidentielle NRN se sont réunis dimanche dernier au siège du PNDS Taraya pour rendre publique une déclaration de presse. Dans cette dernière, ils ont rendu hommage à l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. Je vous propose de suivre un extrait de la dite déclaration. Cette alternance démocratique a été rendue possible grâce à la volonté d'un homme, le président Issoufou Mahamadou, qui s'est résolument engagé à respecter la Constitution et la parole donnée, de quitter le pouvoir après son deuxième et dernier mandat. Malgré les chocs économiques, sécuritaires et sanitaires, le président Issoufou Mahamadou a réussi le pari de placer le Niger sur la voie de l'émergence, comme l'atteste le rapport 2020 de la Banque mondiale. En effet, la mise en œuvre du programme de renaissance Acte 1 et Acte 2 a permis au Niger d'avoir le classement qui est le sien aujourd'hui en matière d'indice de développement humain IDH. Notre pays n'est plus celui qui était considéré depuis des décennies le dernier de la planète. Au-delà des réalisations sur le plan économique, social, culturel et politique, le président Issoufou Mahamadou a également hissé le drapeau du Niger au plan sous-régional, régional et international, comme en témoignent les succès éclatants dans le processus de la monnaie unique de la CEDEAO et de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf, dont il est le champion. Ce leadership avéré a valu au président Issoufou Mahamadou une reconnaissance au plan national et international, et c'est sans surprise que la fondation Mo Ibrahim lui décerne le prix 2020. Pour toutes ces raisons, nous, partis politiques membres de la majorité présidentielle, avons décidé de décerner ce témoignage de reconnaissance et une motion spéciale de remerciement à ce digne fils du Niger. Issoufou, Kayi Mungani, Mungode, Nite Irdi Ilsavo. Le peuple nigérien restera éternellement reconnaissant au président Issoufou Mahamadou. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle sont fiers d'avoir accompagné le président Issoufou Mahamadou 10 ans durant dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 1 et 2. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle sont fiers d'avoir été les principaux artisans de la victoire du président Mohamed Bazoum et réitèrent leur engagement à l'accompagner dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3. Malgré tous les acquis plus haut cités, et pendant que le peuple nigérien avec enthousiasme préparait l'investiture du nouveau président de la République, M. Mohamed Bazoum, un groupe de nos compatriotes égarés tentait la remise en cause des institutions de la République par un coup d'État. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle condamnent avec vigueur cette tentative de coup d'État déjouée fort heureusement et avec bravoure par nos forces de défense et de sécurité à qui nous rendons un vibrant hommage. Par ailleurs, les partis politiques membres de la majorité présidentielle présentent leurs condoléances les plus émues aux familles endeuillées suite aux barbaries perpétrées par les forces de mal dans les régions de Tillabéri, Tawa et Difa. Ces derniers temps, on constate une recrudescence du phénomène de la mendicité chez les enfants qui errent un peu partout dans les rues de la capitale. Face à cette situation,
inquiétante et d'insécurité. Notre reporter Aïssa Adamou s'est entretenu avec le coordonnateur de l'État du Niger. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Les parents aujourd'hui doivent être soutenus par l'État, compte tenu du contexte de la Covid-19, comme je l'ai dit, mais aussi compte tenu du contexte d'insécurité, parce que même en période d'insécurité, l'éducation est un droit fondamental. L'État devrait l'assurer. Or, les communautés qui fuient leur zone d'habitation traditionnelle se retrouvent souvent dans des camps de réfugiés ou chez d'autres parents. Et l'éducation des enfants, l'État ne suit pas. Alors, l'autre chose, c'est les moyens. La bienveillance d'un État doit se manifester à travers son engagement budgétaire dans les secteurs sociaux de base. Ici, c'est un rappel aussi. Les autorités actuelles ont promis de consentir 25% du budget national à l'éducation. On est loin du compte. Même dans les grandes villes comme Niamey, vous avez des enfants qui sont dans des classes en paillettes. Vous avez des enfants qui sont assis à même le sol. Souvent, quand vous voyez les enfants entrer dans des classes, vous avez l'impression que c'est des enfants qui vont à la mosquée. Chacun a son petit torchon, son petit tapis pour aller s'asseoir à même le sol. Ce n'est pas attractif, le cadre scolaire, le cadre de vie. Mais il y a aussi les curricula. Aujourd'hui, j'ai vu des écoles où c'est 2 matières qui sont enseignées. Ce qui fait que les enfants n'apprennent absolument rien. Et les chiffres sont là pour le dire. Les statistiques de 2019 font froid au dos. Sur 100 enfants nigériens qui vont à l'école, après 6 ans de cursus, c'est-à-dire du CI au CM2, à peine 8% ont un niveau acceptable en lecture, écriture et calcul. Autrement dit, les 92% ne savent ni lire ni écrire. Ça veut dire que c'est des chômeurs que nous sommes en train de former. Béni de Ramadan vient de commencer un mois béni parmi les mois du calendrier musulman. Pendant ce mois de pardon, de prospérité et de clémence, quels sont les comportements que doit tenir le bon musulman et quelles sont les invocations à faire? Élément de réponse avec Dr Boubacar Seydou Touré, consultant islamologue dans cet extrait. Nous voilà dans la première décade du mois de Ramadan. La première des choses pour cette première décade, il faut nécessairement avoir la confiance de son Seigneur. Il faut obligatoirement avoir le pardon de ton Seigneur. Il faut obligatoirement chercher refuge auprès de ton Seigneur pour entrer dans son sentier. Alors, comment faire pour accéder à tout ça là? Les hommes prennent dans cette première décade, la première des choses, c'est al-istighfar. Le pardon. Chercher pardon, le pardon de Dieu. Avoir la confiance de Dieu. Pour entrer et pour avoir la confiance de Dieu, il faut demander le pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est ça qu'il faut multiplier autant de fois. Cela veut dire que al-istighfar est la clé de toute réussite. Si vous voulez être vraiment un homme plus important, si vous voulez être un riche, si vous voulez être vraiment, je sais pas, à la hauteur de tout ce monde, il faut multiplier l'istighfar. C'est pas de l'istighfar 2 fois, 3 fois, mais il faut multiplier à l'istighfar pendant ces 10 premiers jours. Multiplier autant de fois l'istighfar, si c'est 1000 fois, si c'est 10 000 fois, pour avoir la confiance de Allah subhanahu wa ta'ala. Lire le Coran. En lisant le Coran, nous approchons d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous sommes en train de parler avec notre Seigneur. On n'a pas dit obligatoirement de lire le Coran tout entier. Si vous avez mémorisé ou vous pouvez lire de la Fatiha à Sabbi, lisez ça seulement. Votre récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous savez lire de Fnas jusqu'à Yassine, lisez cette partie-là seulement. Mes chers frères et sœurs en islam, dans cette première décade, multiplions les bonnes actions. Les bonnes actions nous font rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit, quand vous donnez
quand vous donnez vos richesses, quand vous faites ces aumônes, quand vous faites de bonnes œuvres, Allah les multipliera pour vous le jour de la résurrection. C'est comme si nous sommes en train de déposer nos sous dans une épargne banque et le jour de la résurrection, nous l'aurons. Et qui le fait pendant surtout le mois du Ramadan, ce n'est pas la même récompense que les autres mois. Raison pour laquelle la première décade est très importante pour avoir la confiance de ton Seigneur. Parlant à présent de panier de la ménagère dans cette édition. Dès le premier jour de Ramadan, les prix des denrées alimentaires sont en hausse. Une situation face à laquelle la ménagère a du mal à remplir son panier. Le commentaire. En ce début du mois de Ramadan, une période au cours de laquelle il est recommandé à tous les musulmans de multiplier les bonnes œuvres, on assiste à une hausse inexplicable des prix des produits de première nécessité. Cette cherté se répercute du coup sur le panier de la ménagère qui se retrouve ainsi dégarni. En effet, les commerçants attendent toujours le début de ce mois béni pour faire grimper les prix des produits de grande consommation. C'est ainsi que dès le premier jour, on assiste à une hausse considérable des prix de certains produits sur presque tous les marchés de la capitale, ainsi qu'au niveau des points de vente des différents quartiers de la ville. Les légumes qui étaient à un moment accessibles à toutes les bourses sont devenus très chers. C'est ainsi que la tasse du citron et du tomate est montée à 5 000 francs. Face à cette situation, les autorités de tutelle doivent intervenir pour réglementer les prix et stopper cette spéculation sur nos marchés, surtout pour ce mois béni de Ramadan. Passe à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'entretien que nous a accordé M. Sidikou Moussa, coordonnateur de l'ONG EPAD Niger, sur l'errance des talibés dans les rues. Très bonne réception et excellent mois de Ramadan à toutes et à tous. Au revoir. Quand on parle d'enfants, il faut d'entrée de jeu quand même se dire que sa place n'est pas d'errer dans les rues. Sa place, c'est être à la maison. Mais quand il a l'âge d'aller à l'école également, sa place, c'est d'aller à l'école pour, en tout cas, construire sa personnalité et également se forger un avenir. Ou à défaut, être en tout cas dans un apprentissage d'un métier quelconque. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Il y a plusieurs paramètres, bien entendu. Je rappelle, à toute fin utile, tantôt j'ai parlé d'éducation. Selon les statistiques, ce n'est pas l'ensemble des enfants nigériens qui vont à l'école. Un enfant sur deux en âge d'aller à l'école n'y va pas. Donc ça peut déjà expliquer le fait que vous les retrouvez dans les rues. Mais de l'autre côté, vous avez également l'éducation dont le choix est laissé aux parents. Certes, il y a une décision qui dit que l'école est obligatoire et gratuite pour tout enfant jusqu'à l'âge de 16 ans, mais malheureusement cette mesure n'est pas suivie des faits. Aujourd'hui, les parents ont le choix soit d'envoyer leurs enfants dans l'école moderne, c'est-à-dire les écoles classiques, ou en initiation coranique, ou même ne pas du tout les envoyer à l'école. Il n'y a pratiquement pas de sanction. Donc, ce choix également, ce libre choix qui est laissé aux parents également, peut être une porte pour que vous retrouvez certains enfants. La troisième raison que je pourrais évoquer ici, c'est également la question de la vulnérabilité. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que plusieurs familles ont démissionné. Ces familles n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités comme cela devrait l'être. Notamment élever leurs enfants, éduquer leurs enfants. Les parents ont démissionné. Et cela aussi a plusieurs raisons. Vous avez de ces derniers temps, malheureusement, beaucoup de familles monoparentales. Je parlerai ici des divorces. Je parle également aujourd'hui de la crise économique liée à la Covid-19, qui fait que beaucoup de parents ont perdu leur emploi, donc ils n'arrivent plus à assumer les fonctions régaliennes de chef de famille. Cela aussi peut avoir comme conséquence, effectivement, cette fuite de responsabilité.
Mais un phénomène qui est quand même très inquiétant, c'est l'insécurité. On constate malheureusement que beaucoup d'écoles ont fermé, j'allais dire, dans une partie de notre pays. Rappelez-vous de l'île de Karamga, où c'est carrément les populations qui ont quitté. Aujourd'hui, cette situation est en train de se vivre dans l'ouest du Niger, notamment dans la région de Tillabéri. C'est en tout cas des centaines d'écoles qui ont fermé, et c'est des milliers d'enfants qui se sont retrouvés du coup dans la rue. Vous avez aussi le phénomène de la mendicité, qui fait qu'aujourd'hui, l'État n'est pas arrivé à fixer les écoles coraniques. Les écoles coraniques sont devenues des écoles ambulantes, et ce qui est curieux, ce mouvement se constate des zones rurales vers les zones urbaines. Ce qu'on connaissait avant, que quand vous avez un enfant pour sa socialisation ou pour son éducation coranique, vous l'envoyez de la ville au village, où il y a moins d'attractions. Aujourd'hui, la mendicité est devenue un métier. Certains maîtres coraniques font des enfants un fonds de commerce, ils les prennent par dizaines, par centaines, et ils les amènent dans les grands centres urbains. Ils n'ont aucun pouvoir économique. Les parents également ont démissionné, ils n'assument plus ce qui devrait être à leur charge, notamment assurer l'alimentation, la santé de leur enfant. Eh bien, tout est laissé à l'enfant, et l'enfant n'a d'autre choix que d'être dans la rue. Alors, il y a aussi les changements climatiques qui font qu'aujourd'hui, nos terres ne sont plus productives comme avant. Alors, vous avez aussi le pays qui a le plus fort taux de natalité au monde, c'est le Niger. Une femme a plus de 7 enfants. Ça veut qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. Or, beaucoup de bouches à nourrir veut dire qu'il faut avoir quand même beaucoup de production. Or, avec les changements climatiques, vous avez les sols qui ont été assez lessivés, vous avez les inondations de manière cyclique, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'hectare, vous ne pouvez pas récolter même la nourriture peut-être de 2 mois ou de 3 mois. Donc voilà, ça accentue la vulnérabilité des familles. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit tantôt, les parents ont démissionné. Mais l'État aussi et les collectivités, malheureusement aussi, ont démissionné. Parce que je rappelle, l'article 24 de notre Constitution a été clair. L'État et les autres collectivités ont la responsabilité de protéger les enfants contre toute forme d'exploitation et d'abandon. Voilà qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, dans les rues de Niamey ou de grandes capitales, moi je viens tout récemment de Zender et Maradi, j'ai vu le phénomène, ça a pris plus que de l'ampleur. Nous sommes dans un contexte d'insécurité, ces enfants-là peuvent être aujourd'hui une pépinière de recrutement pour les terroristes, si nous n'y prenons pas garde. Donc je disais que l'article 24 est très clair, les collectivités et l'État, de par leur politique publique, mais aussi de par leur action, doivent faire en sorte qu'il y ait une éducation de qualité et gratuite pour chaque enfant. Aujourd'hui, l'école n'a plus de qualité. Il n'y a plus de qualité à l'école publique. Aujourd'hui, vous et moi, on n'envoie plus nos enfants dans les écoles publiques. On envoie nos enfants dans les écoles privées. Il n'y a pas d'infrastructure. Le corps enseignant, à 80% est contractuel. On ne leur donne pas, si vous voulez, cette ambition d'être des professionnels de l'éducation parce qu'ils ont déjà un niveau de vie précaire. Donc c'est tous ces éléments réunis qui font qu'aujourd'hui on constate malheureusement cette recrudescence-là de voir les enfants à chaque coin de rue à tendre la main à des inconnus. Mais le plus grave, comme je l'ai dit, c'est que ces enfants-là, si rien n'est fait, ça va être une bombe à retardement entre nos mains et les groupes terroristes peuvent les utiliser pour que cela se retourne contre nous. Alors, il n'y a pas mille manières. Les parents aujourd'hui doivent être soutenus par l'État, compte tenu du contexte de la Covid-19, comme je l'ai dit, mais aussi compte tenu du contexte d'insécurité, parce que même en période d'insécurité, l'éducation est un droit fondamental. L'État devrait l'assurer. Or, les communautés qui fuient leur zone d'habitation traditionnelle se retrouvent souvent dans des camps de réfugiés ou chez d'autres parents. Et l'éducation des enfants, l'État ne suit pas. Alors, l'autre chose, c'est les moyens. La bienveillance d'un État doit se manifester à travers son engagement budgétaire dans les secteurs sociaux de base. Ici, c'est un rappel aussi. Les autorités actuelles ont
promis de concentrer 25% du budget national à l'éducation. On est loin du compte. Même dans les grandes villes comme Niamey, vous avez des enfants qui sont dans des classes en paillettes. Vous avez des enfants qui sont assis à même le sol. Souvent, quand vous voyez les enfants entrer dans des classes, vous avez l'impression que c'est des enfants qui vont à la mosquée. Chacun a son petit torchon, son petit tapis pour aller s'asseoir à même le sol. Ce n'est pas attractif, le cadre scolaire, le cadre de vie. Mais il y a aussi les curricula. Aujourd'hui, j'ai vu des écoles où c'est 2 matières qui sont enseignées. Ce qui fait que les enfants n'apprennent absolument rien. Et les chiffres sont là pour le dire. Les statistiques de 2019 font froid au dos. Sur 100 enfants nigériens qui vont à l'école, après 6 ans de cursus, c'est-à-dire du CI au CM2, à peine 8% ont un niveau acceptable en lecture, écriture et calcul. Autrement dit, les 92% ne savent ni lire ni écrire. Ça veut dire que c'est des chômeurs que nous sommes en train de former. Donc, comme je l'ai dit, l'État a une obligation, les collectivités ont une obligation. Aujourd'hui, on fait des infrastructures, échangeurs par-ci, ponts par-là. Ce n'est pas de cela que la jeunesse nigérienne a besoin. La jeunesse nigérienne a besoin qu'on investisse dans le capital humain pour que eux, ils soient des facteurs de création de richesse pour demain, comme les anciens l'ont été. L'école était une école gratuite, elle était une école qui produisait des produits finis où on se l'arrache sur le marché. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui ont le niveau master qui ne peuvent pas vous faire sujet, verbe, complément. Voilà, donc la question est simple. Les parents doivent jouer leur rôle, notamment ce droit et ce devoir que leur confère aussi notre Constitution à travers l'article 23. Ils doivent veiller à l'éducation et à la protection de leurs enfants. L'État et les collectivités doivent aussi faire en sorte que l'éducation soit de qualité et gratuite, mais ils doivent aussi lutter contre l'abandon et l'exploitation. Autrement dit, ces enfants que vous voyez dans la rue, certains sont exploités, mais les services de l'État ne réagissent pas promptement pour sanctionner les auteurs de ceux qui utilisent ces enfants-là. La solution, il n'y a pas 1000 solutions. Comme je l'ai dit, c'est l'investissement dans le capital humain. Il faut mettre beaucoup de ressources dans les secteurs sociaux de base. Il faut que chaque enfant puisse être à l'école. Que le gouvernement respecte son engagement en disant qu'il y a une obligation, une gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Ceux qui n'arrivent pas à tenir jusqu'à l'âge de 16 ans doivent aller dans des centres de formation professionnelle au métier. Et en ce moment-là, il faut aussi mettre les moyens conséquents. Il faut aider les parents à travers, en tout cas, une aide sociale. Il y a beaucoup de filets sociaux. Il faut choisir les parents, non pas selon des colorations politiques, mais selon le degré de vulnérabilité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, il y a beaucoup de projets, malheureusement, qui sont mis en œuvre par l'État, mais ceux qui sont chargés souvent au niveau local de choisir les bénéficiaires, ces choix ne sont pas des choix objectifs. C'est des militants des partis politiques qu'on choisit et c'est à eux qu'on donne les appuis, alors que ceux-là ne sont pas dans des situations de vulnérabilité. Les vrais bénéficiaires sont écartés parce qu'on n'a pas la même tendance politique. Donc je pense que c'est véritablement ce cri de cœur que moi j'ai à faire à l'endroit des parents, mais également des porteurs d'obligations qui est l'État et les collectivités. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.